Euh, On va démarrer. On peut Euh, démarrer, absolument. Je crois que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Je voulais d'abord vous remercier d'être avec nous ce matin pour ce 10e débat FitTrust Entrepreneur. Ce matin, nous accueillons Stéphane Dulon, qui dirige Novetap, Matteo Roboglio, qui travaille en Italie pour Homes for All, et Frédéric Ancion, qui est partenaire chez Mundolab en Belgique, pour parler d'immobilier social. On voit plus ta Euh, caméra, Stéphanie. On voit plus ta caméra. Ah, voilà, Pardon, très bien. excusez-moi. Juste quelques mots sur FitTrust pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes une société de gestion engagée pour l'impact depuis 2003 avec un pôle dédié à l'investissement à impact social. Euh, Nous investissons au capital d'entreprises à impact social innovantes non cotées pour financer et accompagner leur développement sur le temps long. Notre thèse d'investissement est centrée sur le capital humain et l'inclusion. Nous sommes ainsi entrés au capital de Novetap, Mundolab et Obsorol, convaincus de l'importance de l'accès au logement pour une population qui en est éloignée. L'immobilier est un secteur privilégié pour les investisseurs à impact social, qu'il s'agisse de loger temporairement ou définitivement des familles en difficulté ou des personnes en situation de handicap, des personnes âgées dépendantes, qu'il s'agisse d'aider les associations qui œuvrent dans ces domaines. Les besoins sont d'autant plus criants que les prix immobiliers sont élevés dans les grandes métropoles et que l'aide publique diminue. Aussi, le secteur suscite-t-il de nombreuses vocations d'entrepreneuriat social à l'étranger, comme on va le voir, comme en France. Nous vous proposons d'explorer cet univers déjà bien représenté dans le portefeuille de FitTrust Partenaires. En tant qu'entreprise agissant dans l'immobilier social, elle contribue beaucoup à renforcer la cohésion sociale des territoires. Quels sont leurs enjeux de développement et de financement? Je vais laisser la parole à Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, qui va animer ce débat ce matin. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être avec vous pour animer ce 10e débat FitTrust Entrepreneur à l'occasion de la semaine de la finance solidaire. Vous savez qu'on est dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Voilà, il y a aussi cette dimension financière, bien sûr. Mediatico, c'est un média de l'économie sociale et solidaire, donc je suis ravi d'y participer aussi de cette façon-là. Et en plus, nous sommes nous-mêmes utilisateurs de locaux dans des tiers-lieux solidaires depuis une dizaine d'années, puisqu'on a fêté la semaine dernière les 10 ans de Mediatico. Donc vous voyez, tout ça, ça fait un peu boule de neige, ça fait sens, et je suis ravi d'être là avec vous. Alors pour parler d'immobilier à impact social et de cette autre façon d'investir et de donner du sens à son argent et à ses investissements, on a invité aujourd'hui donc les trois acteurs que Stéphanie vient de vous citer, qui sont prêts à prendre la parole et qui sont dans 3 pays différents, donc la Belgique, la France et l'Italie. Et on va d'abord passer un petit moment de présentation des 3 structures. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Et puis, on va aller assez vite sur le modèle économique et sur les besoins de financement. Et puis, à la fin de l'échange qu'on va avoir d'abord entre nous 4, dans 40 minutes environ, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez, au fil de la discussion, poser vos questions dans l'onglet débat de Teams. Voilà. Donc, je vais commencer par ma première question à Frédéric Ancion. Est-ce que, Frédéric, vous pouvez déjà ouvrir votre micro et nous présenter Mundolab en Belgique? Quand est né Mundolab? Quels sont les chiffres clés? Quel public vous ciblez? Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, à Mundolab, on fait de l'immobilier social, mais on ne fait pas du logement, on fait du bureau. Et donc je vais un peu vous présenter ce qu'on fait en 2-3 minutes. Donc Mundolab a été créé en 2008 suite à un constat d'une série d'organismes de l'économie sociale et solidaire qui souhaitaient se loger, mais de manière qui correspondait à leurs valeurs. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place des centres de bureaux et de réunions spécifiquement destinés à ce secteur, c'est-à-dire des associations, des ONG, des coopératives, etc. Ces lieux, on les appelle des centres Mundo, donc en gros, c'est des espaces de coworking comme des centres Regus ou Fosbury Sons ou WeWork, mais qu'on gère et qu'on construit de manière quand même très différente. Alors, la première chose, c'est qu'on est propriétaire de nos lieux, puisqu'on essaie d'avoir une vision à très long terme. Et donc, ces immeubles, soit on les construit, soit on les rénove, mais de la manière la plus durable possible. C'est-à-dire qu'on va aller très loin dans tout ce qui est économie circulaire, isolation, géothermie, etc.
Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, parce que tu me demandais des chiffres, on gère 6 centres en Belgique, ça représente à peu près 20 000 mètres carrés, soit 220 organisations locataires et à peu près 1600 postes de travail, donc 1600 personnes qui travaillent quotidiennement. Et On gère ça. dans les organisations locataires, c'est plutôt des associations, des petites, des grosses? Quels sont leurs besoins en superficie, par exemple? Alors c'est très varié, ça va être on fait surtout du bureau privatif, hein, et donc ça va être des organisations entre 2 et 10 personnes pour la plupart. Après il y a des plus grandes, mais ça ne va pas être la majorité, quoi. Donc on s'adresse essentiellement à des petites organisations ou moyennes organisations. Voilà, on gère tout ça avec une équipe d'une trentaine de personnes. Hein, donc on a des besoins, on en parlera tout à l'heure, en capitaux et en emprunts bancaires assez élevés, étant donné qu'on est propriétaire de tous ces mètres carrés et qu'on les gère au quotidien. Voilà, et donc le soutien et notre impact principal, c'est l'apport à ces locataires en termes d'infrastructures et de services, puisqu'on leur offre un service tout en un. Ils viennent chez nous et ils peuvent se concentrer sur leurs activités, hein. Ils ont accès à la réception, les copieuses, les salles de réunion, un restaurant qui va aussi être avec les mêmes valeurs, leur bureau privatif, etc. Et puis notre empreinte environnementale, étant donné qu'on a des bâtiments à très haute performance environnementale. Et donc tout ça, on le verra un petit peu dans le déroulé de la discussion, mais forcément, il y a des parties communes, il y a du commun à financer, et bien sûr, ça impacte le modèle économique. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je vais me tourner vers Matteo Robiglio, qui est responsable du développement immobilier chez Homes for All en Italie. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Matteo, Homes for All, pareil, les dates, les chiffres clés, le public que vous visez? Bonjour à tous et à toutes. Homes for All est une société benefit. Elle est née B Corp, certifiée B Corp. Elle est née en 2020. Elle est née d'une intuition qu'on pouvait mobiliser des capitaux privés pour répondre à l'urgence de la demande habitative dans nos villes qui est croissante. Hier vient de paraître le rapport Caritas de 2024. Et les chiffres, surtout dans le nord de l'Italie, parlent d'une pauvreté c'est un périmètre de pauvreté qui s'élargit et qui a à son cœur les coûts de l'accès à la maison. Donc, on est parti de ça. Aujourd'hui, on a 164 investisseurs de tailles différentes, des investisseurs privés, aux investisseurs mezzanines institutionnels Confitrust, desquels nous avons l'honneur d'avoir été participé. Nous avons récolté 5,5 millions de capitaux. Et pour le moment, nous gérons 72 appartements qui sont propriétés de Homes for All et 46 qui sont donnés en gestion à Homes for All par des privés qui visent finaliser leur propriété immobilière à un apport solidaire à les sociétés, les villes dans lesquelles ils habitent. En total, c'est 5 500 mètres carrés qui nous gérons. Nous avons des projets de développement assez ambitieux. Nous comptons d'arriver dans les prochaines années à 2300 personnes nous avons pour le moment, comme je disais, 72 et 46. Nous ciblons 2300 sur 400 unités plus ou moins. Et nous avons pour le moment calculé les retours sociaux sur l'investissement qui est 3,24 € par euro investi avec un retour on investment économique de 2%. Donc, c'est une petite réalité qui est en train de grandir. Maintenant, nous sommes à Turin, Gênes et Milan. Mais nous avons commencé à travailler aussi dans le sud de l'Italie, à Taranto. Merci Matteo. Et puis je me tourne vers Stéphane Bulon pour la France. Est-ce que Stéphane, vous pouvez nous présenter Residetap et Novetap aussi, dont on reparlera peut-être plus à la fin du débat, mais Residetap et puis rapidement Novetap. Merci Frédéric, bonjour à tous. Donc moi je suis Stéphane Dulon, effectivement. Ce que je peux vous dire en introduction, c'est que donc Residetap, c'est une entreprise sociale qui a 25 ans. Et qui travaille depuis ces 25 ans à la question de l'accompagnement des parcours professionnels et notamment sur le sujet qui est souvent critique du logement et de l'accès au logement pour ceux qui sont dans des parcours professionnels plus ou moins stables et sécurisés. Donc aujourd'hui, Residetap gère 1600 logements, on a 500 projets et au travers de ce parc qui est géré par une équipe d'une 60aine de personnes,
personnes. On accompagne chaque année environ 2500 personnes dans leur projet professionnel en leur offrant un logement qui est un logement de qualité, abordable, meublé, et au sein duquel ils vont bénéficier d'un accompagnement dans leur parcours personnel et professionnel. Voilà. Et Novétable, c'est une structure qui est plus récente, qui est une foncière solidaire qu'on a créée il y a 4 ans, et donc dans laquelle Fitrust est aujourd'hui actionnaire. Et cette foncière finalement complète l'action de Résidétape en intervenant sur la dimension immobilière de nos projets. Et quand vous dites que vous avez 500 projets, ça veut dire 500 appartements ou 500 immeubles en projet? Oui, 500 logements, 500 appartements, 500 immeubles, là, ça serait un changement d'échelle assez important. Alors, venons-en à la problématique que chacun d'entre vous poursuit. Stéphane, on reste avec vous. La problématique à laquelle veut répondre Résidétape, c'est quoi? Et du coup, quelle réponse vous apportez derrière? C'est vrai qu'aujourd'hui, alors tout le monde voit régulièrement, hein, y compris maintenant dans la presse, à la fois des acteurs économiques sur certains secteurs d'activité. On pense à des secteurs en tension, qui sont l'hôtellerie, le bâtiment, la restauration, ou plus généralement sur un certain nombre de territoires dans lesquels la question du logement est extrêmement tendue. Eh bien, aujourd'hui, pour prendre un job, pour faire simple, notamment quand on est jeune, quand on prend une période d'essai, quand on a un contrat court, qu'on veut faire un apprentissage qui est loin de chez nous, la question du logement est absolument critique parce que sans logement, souvent on peut pas forcément faire l'expérience professionnelle qu'on souhaite. Et au-delà de la nécessité d'avoir un logement, il y a besoin que ce logement souvent soit plutôt bien placé, abordable et mis à disposition dans des conditions qui soient suffisamment favorables pour permettre que le projet professionnel de la personne soit réalisé convenablement et de façon positive. Ça, c'est vraiment le cœur du projet Résidétape. Peut-être qu'en préparant, je ressortais un chiffre qui est issu d'un rapport de la Fondation Abbé Pierre très récent qui parlait des Tanguy. Tout le monde se souvient du film Tanguy. Aujourd'hui, il y aurait en France 5 millions d'adultes qui sont hébergés chez leurs parents, quelle que soit leur situation personnelle, que ce soit étudiants, actifs, etc. Et pour lesquels aujourd'hui la situation du logement qui est plutôt en train de se dégrader du fait de la hausse des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt de ces dernières années. L'accès au marché locatif notamment est de plus en plus compliqué. Elle a toujours été, hein, mais c'est de plus en plus compliqué. Et finalement, ce sont ceux qui sont dans des situations professionnelles plus précaires, c'est-à-dire qui vont avoir des ressources plus faibles, des contrats moins stables ou des situations familiales qui ne leur permettent pas d'avoir des garants ou un certain nombre d'éléments de réassurance vis-à-vis des bailleurs qui se retrouvent les plus fragilisés par rapport au logement. Donc c'est ça le projet de Résidétape, c'est d'essayer d'accompagner ces personnes-là. Et en faisant ça, on a finalement 3 grandes cibles. On a les individus qui sont logés et accompagnés dans les résidences, Résidétape. Les entreprises et les acteurs économiques qui ont besoin de ces personnes-là aussi pour fonctionner, pour travailler, pour recruter et pour former leurs équipes. Et puis les collectivités qui se retrouvent souvent dans une espèce d'un peu d'impasse entre la difficulté de leur marché du logement sur lequel ils n'ont pas forcément complètement la main et puis les acteurs économiques de leur territoire qui leur disent moi si j'ai pas de logement je peux plus recruter, je peux plus me développer, je peux plus donner je peux plus porter les projets qui étaient les miens sur le territoire. Donc on a ces 3 cibles, on essaye de répondre, on se situe un peu à la croisée de ces trois acteurs et de ces 3 enjeux en travaillant sur la question du logement et des parcours professionnels. La question du logement et de l'habitat, c'est souvent assez écosystémique en réalité. Donc c'est vrai que vous touchez pas mal d'enjeux à la fois. Matteo, chez Homes for All en Italie, est-ce que vous avez des problématiques semblables? Parce qu'il me semble que vos deux structures se ressemblent un petit peu dans leurs objectifs. Oui, et surtout, il y a, je crois, une convergence dans les futurs parce que nous n'avions pas dans notre agenda au début de notre parcours ces problématiques que Stéphane a mentionné, le rapport entre l'accès au travail et l'accès au logement. Et voilà que nous fonctionnons beaucoup comme aussi un réseau de personnes. Beaucoup de nos investisseurs sont actifs. Alors voilà que des entrepreneurs du territoire de ce qu'on appelle la Tiers Italie, la 3e Italie, le territoire de la petite entreprise, c'est-à-dire les Veneto, une partie de la Lombardie, le sud du Piémont, l'Emilia-Romagna, qui font à peu près 40% du produit brut interne de l'Italie, donc c'est une machine assez productive, reviennent à nous de plus en plus en disant on a du travail, mais on n'a pas de travailleurs. On n'a pas de travailleurs parce qu'on n'a pas de maison. Et voilà que là, on converge.
Les départs, c'était sur des problèmes plus classiques, disons, plutôt urbaines, d'accès à la maison pour des raisons de pauvreté, des faibles revenus, des personnes qui sont souvent en liste ou auraient droit à l'accès aux HLM ou à logement public, mais les débits de production du logement public et du logement coopératif pour les faibles revenus est pratiquement zéro, c'est-à-dire que depuis les années 90, en Italie, on fait de la rénovation, c'est-à-dire qu'on travaille sur les mêmes stocks, qu'on améliore. Mais comme on le voit, ça ne va pas résoudre les problèmes. Donc, par exemple, j'ai dit avant que nous logeons sur la ville de Turin maintenant à peu près 130 personnes. Ben, chaque année, l'agence de logement public dans la région métropolitaine de Turin assigne 550 nouveaux logements. Donc, nous sommes très petits, mais comparables avec un numéro qui n'est pas négligeable dans cette énorme demande. Voilà, il y a assez de questions. Il ne faut pas négliger aussi qu'il y a des autres aspects de pauvreté qui, dans cette idée écosystémique que j'aime beaucoup, que tu as évoqué, Frédéric, que c'est la pauvreté relationnelle qui regarde surtout les personnes âgées, c'est-à-dire âgées actives, dans lesquelles c'est la fin de la grande famille que tout pays méditerranéen ont connu et connaissent depuis 50 ans. Et ça veut dire des personnes qui ont des moyennes, mais n'ont pas, ont comme problème principal la solitude et la pauvreté relationnelle. Et après, troisième facteur, c'est la pauvreté énergétique. C'est-à-dire, avec la hausse du prix de l'énergie, avec la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte que habiter dans une maison, c'est bien, mais dans une maison chauffée, et ça coûte parfois maintenant plus que la location. Donc, voilà les trois ingrédients sur lesquels nous travaillons. Je reviens à ce que Frédéric Ancion disait au début, c'est aussi pour ça que nous poursuivons des buts d'épargne énergétique, des green building, des constructions à faible impact, etc. Alors, quel accompagnement social vous offrez aux personnes que vous hébergez chez Homes for All? Alors, toute personne qui est hébergée chez Homes for All bénéficie, toute famille ou personne bénéficie d'un accompagnement social, c'est-à-dire que nous avons confié à une coopérative sociale qui est spécialisée. Nous choisissons pas nos locataires, nos locataires sont indiqués par les services sociaux de ville et nous avons sélectionné une coopérative sociale qui les accompagne. Accompagner, ça veut dire pour nous d'abord les présenter au voisinage. Il y a un thème souvent que les personnes qui nous accompagnons et hébergeons sont issues de l'immigration et parfois on les loge dans des anciens quartiers ouvriers ou dans des quartiers qui ne sont pas encore mixtes et pas nécessairement sont ouverts ou positifs, je dirais plutôt le contraire. Et voilà que l'accompagnement sert à faire des bons voisins et ça fonctionne. Après, il faut aussi reconnaître que des personnes qui sortent des parcours difficiles d'accès à la maison doivent parfois apprendre à habiter convenablement, c'est-à-dire gérer sa propre maison. Et au final, pour nous, c'est aussi une manière de gérer les risques. Parce que s'il y a un accompagnement, on détecte tout de suite des facteurs potentiels de stress dans la famille, perte de travail, discontinuité de présence, abandonnement de l'école, que pourrait amener à un manque de paiement qui est pour nous très important parce que ça doit rester quand même une activité économique. Oui, parce que votre taux d'impayé, il est important ou il est très réduit chez vous? Non, il est en dessous du 5%. D'accord, c'est évidemment. C'est logique et nous gérons ça à travers un système de garantie assécurative et pas à travers un fonds de risque. D'accord, bon, on reparlera un petit peu après du modèle économique. Stéphane, chez Résidétape, quelle est la forme que prend l'accompagnement social des bénéficiaires? C'est intéressant de regarder de comparer un peu les modèles, puisque finalement, dans notre champ d'activité au sens large, dans le logement, il y a un peu trois façons de prendre en charge l'accompagnement. Il y a celui que décrivait Matteo, qui consiste à travailler en partenariat avec des acteurs spécialisés qui du coup vont avoir des équipes formées et qui vont venir intervenir auprès des personnes qu'on loge. Je dirais qu'il y a un deuxième schéma qui consiste à réussir à mobiliser de façon un peu importante des bénévoles. Et donc là, il y a un certain nombre d'acteurs en France, à SNL, ou à d'autres qui ont cette capacité à mobiliser des réseaux de bénévoles sur les dispositifs d'accompagnement. Donc ça, c'est intéressant. Et nous, on est un peu sur un troisième schéma. Aujourd'hui, nous, l'accompagnement, il est porté exclusivement par des collaborateurs de Résidétape. Donc,
c'est un choix historique. Donc ce sont aujourd'hui quand je disais qu'on était une soixantaine dans les équipes, il y a environ 15 personnes aujourd'hui, 15 ETP qui sont dédiés à l'accompagnement et qui sont finalement des collaborateurs qui sont sur chacun des sites, donc sur chacune des résidences, on a des équipes qui sont présentes, à la fois pour la gestion et aussi pour l'accompagnement. Et donc, ces personnes-là, elles sont dédiées à ce métier-là et elles font un accompagnement individuel des habitants. Et ça démarre vraiment dès le premier jour, voire même un peu avant l'entrée dans le logement, parce qu'il y a toujours un entretien entre ce collaborateur et une personne qui va être amenée à rentrer dans un logement au moment de la candidature. Donc ça démarre dès ce moment-là. Et puis ensuite, ils vont signer le jour de l'entrée ce qu'on appelle un contrat d'accompagnement social. Donc il y a un document qui fixe un peu les règles de l'accompagnement entre notre collaborateur et qui est conseiller social et l'habitant. Et donc chacun va prendre des engagements, alors notamment en termes de rencontres, de se rencontrer à intervalles très réguliers pour pouvoir faire le point sur la situation des personnes et de façon individuelle, définir s'il y a vraiment un enjeu de besoin de travail sur certains aspects budgétaires, comme Mathéo pouvait le dire, sur le fait que c'est parfois un premier logement dans lequel les gens habitent, et donc finalement il y a un enjeu aussi de prise en main du logement et de gestion du logement. Et puis surtout, ce qui est très important pour nous, c'est le côté travail sur le logement après, puisque nous, on se positionne dans une logique de transition, et donc les personnes restent dans les résidences environ 18 mois, et donc il y a tout un travail qui est fait pour les aider à trouver un logement pérenne à la sortie, quel qu'il soit. Alors parfois c'est un logement social, parfois c'est un logement privé, parfois c'est des colocations, parfois il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui repartent à l'étranger, mais en tout cas, on travaille beaucoup, enfin voilà, nos équipes en accompagnement travaillent beaucoup sur cette question du projet de logement pour permettre aux personnes de vraiment stabiliser leur situation. Nous, on n'a pas vocation à être du logement pérenne et donc à accueillir les gens durablement.